Pour en terminer avec la table ronde innovation au service des seniors, Rémi Bouvier nous explique le principe de la box des fragilités. Et tout d'abord, pourquoi une box? Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous expliquer en quelques mots ce qu'est la box des fragilités. Tout d'abord, ça s'appelle une box parce qu'en référence à tout ce qu'on a chez soi pour les jeux, c'est des petits boîtiers qu'on branche sur le réseau Internet, c'est pour ça qu'on l'a appelé box, et des fragilités parce que c'est le principe de l'évaluation des fragilités au domicile. Alors, je vous mets la diapo suivante. Alors, c'est un concept que l'on travaille avec l'école des mines de Saint-Étienne, sur lesquels nous avons des doctorants qui cherchent dessus. C'est des algorithmes. On développe des intelligences artificielles. Et ce projet se déroule dans le cadre d'un Living Lab qui est fait avec le groupe Aesio et l'école des mines, et qui s'appelle MeltTech Lab, qui permet en fait de réunir à la fois des professionnels de santé, des ingénieurs, mais aussi des usagers pour critiquer, pour donner des idées, pour tester l'intégralité des produits. Alors, ouais. Voilà. Alors, sur ce principe, c'est ce qu'on appelle la plateforme des fragilités. Vous voyez sur ce petit dessin, vous avez complètement à gauche le bilan clinique optionnel. C'est-à-dire que quand on a un patient en face de soi ou un usager, on peut l'évaluer et auquel cas créer un socle de départ. Mais sur notre projet, ce socle de départ n'est pas forcément indispensable. Par contre, il peut permettre de renseigner sur des fragilités qui ne sont pas évaluables avec les instruments qu'on va vous présenter. Si vous avez une fragilité sociale, un logement qui n'est pas du tout adapté, ou que vous avez des manques de ressources, ou vous êtes sur une alimentation qui est pas la meilleure possible, on peut le renseigner avant de mettre le protocole en charge. Cette box des fragilités s'adresse à des personnes isolées à leur domicile. Vous allez le voir, on relève un certain nombre de données. Bien sûr, s'il y avait plusieurs personnes à l'intérieur du domicile, ça fausserait complètement le relevé de données. Nous avons la plateforme qui est simulée par le petit carré qui est en gras. Et vous voyez, foyer connecté et suivi régulier et serious game. Alors, je vais m'en expliquer de ce que c'est. On collecte des données à l'intérieur de cette box qui vont être installées au domicile du patient. Ça sera sur la slide suivante. Le but est de ne pas du tout déranger la vie de la personne. Ces capteurs sont totalement invisibles. Il n'est pas question qu'ils soient intrusifs dans la vie. Il n'y a pas de caméra, on ne relève pas du sonore. C'est juste des capteurs de mouvement qui permettent en fait, d'évaluer l'activité de la personne à l'intérieur de son domicile. Il n'y a rien à activer non plus. Vous allez voir, c'est pas très gros, ça ne se voit pas, ça peut passer complètement inaperçu. On fait également des serious games, c'est que de temps en temps, sur le téléviseur, si les personnes le souhaitent, on enverra des petits jeux qui permettent, à travers les réponses, de regarder si au niveau des activités intellectuelles, si au niveau de la psychologie de la personne, on a des variations. Et donc, ces serious games, on les évalue avec des praticiens, notamment des médecins gériatres, dans le cadre des consultations mémoire. Ce sont des spécialistes de l'Alzheimer, de la dégénérescence cérébrale, pour regarder si on a des modifications comportementales et des modifications de l'intellect de la personne. Une fois qu'on collecte ces données, on va créer, et vous allez le voir sur les slides suivantes, un jumeau numérique. Ce mot jumeau numérique, finalement, il porte bien son nom, c'est un jumeau. C'est vous-même, mais grâce à la mathématique et aux algorithmes, on va faire vieillir ce jumeau beaucoup plus rapidement que vous vieillissez vous-même. Les capteurs, pour remontrer ce qui était tout à l'heure, vous voyez, c'est des capteurs très simples. Ils vont permettre de savoir comment vous bougez à l'intérieur de votre domicile, si vous êtes sorti aujourd'hui, si vous n'êtes pas sorti. Ils sont capables également, grâce à l'intelligence artificielle, de relever des éléments qui ne sont pas des éléments répétitifs. Vous avez l'habitude de sortir faire vos courses à 10h du matin. Ce matin-là, il y a une averse terrible. Et ben, vous allez peut-être pas sortir, d'ailleurs, vous allez vivre avec ce que vous avez dans votre réfrigérateur ou vos placards, ou vous allez déplacer sur l'après-midi la sortie. Si cet événement-là ne se reproduit pas, il ne sera pas enregistré comme tel. Par contre, si l'événement devait se reproduire, ça peut être une source de changement de comportement. Ben, tout simplement, je commence à être plus fragile dans mon déplacement. Quand il pleut, j'ai peur de glisser en descendant les marches.
Donc, je ne vais pas aller faire mes courses quand il pleut. Et on va voir cet événement se reproduire. À chaque fois qu'on aura finalement un événement de pluie, on aura une sortie retardée ou une sortie annulée. Ce qui veut dire qu'on commence à avoir des événements répétitifs, donc un changement de comportement de la personne. Alors, vous voyez, les petits capteurs se branchent partout. C'est juste des capteurs de mouvement. Ils sont totalement invisibles au domicile. Et surtout, ce que je disais tout à l'heure, non intrusifs. Ce jumeau numérique, je le disais, voilà, est en train de collecter les données. Ce jumeau numérique, voilà, il se construit au fur et à mesure. C'est vous-même tel que vous vivez, l'algorithme va vous décrire. Ce qui veut dire qu'au niveau de la vie, il faut 3 à 6 mois de relevé de capteurs pour permettre de connaître un petit peu la manière dont nous vivons. Donc voilà, il se construit. Et on a pris la base dans le modèle de 6 mois. Donc pendant 6 mois, ce capteur va relever les données. Et 6 mois après, vous êtes présent. Et les données d'entraînement, voilà. Je construis mon jumeau numérique. Mon jumeau numérique a fait le captage à 6 mois, mais je le fais vieillir de façon prématurée. Par exemple, je lui donne de 6 mois en plus. Et qu'est-ce que je constate en le faisant vieillir de 6 mois supplémentaires? Je tombe. L'algorithme dit, voilà, au bout de 6 mois, de tout ce qu'on a relevé, vous allez avoir un risque de chute accru, voire même un vrai risque de chute potentielle. L'intérêt du coup, c'est de mettre en place tout de suite une stratégie au domicile de la personne pour éviter les chutes. Et vous comprenez bien l'intérêt. On sort finalement du système d'alarme. Donc, ce n'est pas du tout l'événement où je tombe, j'enclenche une alarme pour qu'on me dépanne. C'est un système qui est tout autre. C'est d'essayer d'imaginer et de créer le futur d'une personne qui est en phase de fragilité pour anticiper cette fragilité et permettre son maintien à domicile le plus longtemps possible. Donc, il n'y a pas besoin de monter de système d'alarme, il n'y a pas besoin de capter. On envisage d'ailleurs que la réponse soit faite directement à la personne, soit faite également sur un aidant, alors pas forcément un aidant actif, mais les enfants. Vous avez une maman ou un papa, je prends un exemple, et un exemple qui me concerne, de 94 ans, qui habite en région parisienne, qui est très autonome. Néanmoins, il y a les capteurs, on sait qu'on peut décompenser rapidement à cet âge-là, et on peut mettre en place une stratégie pour maintenir son papa, sa maman à domicile, ou même un autre handicap, en ayant ce relevé-là à l'avance, et ce qui permet d'être prévenu. Il n'y a pas, si on sait que c'est dans 3 ou 6 mois que ça va arriver, il n'y a pas de nécessité de s'affoler et de créer des alarmes, et surtout d'avoir beaucoup de personnel derrière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, et vous voyez, ça c'est ce qui va arriver dans 6 mois quand on le fait, ça, ce qui est en bleu c'est ce qui est arrivé, et voilà la zone de transition. On voit bien qu'entre le nuage de points bleus, qui était un nuage de points bleus, on le voit à peu près coordonné, on passe à un autre type de nuages qui sont les nuages de points rouges, qui n'ont pas du tout la même forme, et on voit bien cette zone de transition. Et ça, la box va nous relever cette zone de transition. On va dire, tiens, vous êtes en train de passer d'un état A à un état B. Donc voilà, donc c'était en conclusion de la prévention. Et cette prévention nous permettra de mettre de l'hôpital de jour en place, mettre des aides à domicile, mettre des traitements renforcés. Ceci permet de prévenir les fragilités. On peut équiper tous les foyers. Donc ça, c'est valable aussi en zone rurale, c'est valable en zone urbaine. On a l'ambition d'équiper des milliers de foyers de façon à faire du prévisionnel derrière. Et la complexité qu'on a aujourd'hui, c'est non pas la faisabilité de la box, puisque la box est créée, l'algorithme est créé, on est en phase test sur 10 appartements, ça fonctionne. La problématique aujourd'hui, c'est ce que j'allais dire, c'est le service après-vente. Comment est-ce qu'on distribue la box? Comment on assure, s'il y a des pannes, le suivi de cette box-là? Et comment, derrière, on va mettre en place les stratégies pour permettre le maintien à domicile, c'est le lien. Et bien évidemment, le business model de cette box, c'est-à-dire comment, à partir de quel seuil elle est acceptable pour les personnes pour prendre un abonnement, et à partir de quel seuil elle serait acceptable pour des complémentaires de santé également, pour que ça soit à l'intérieur des prestations et du contrat de santé, d'obtenir cette box. Donc ça, cette partie-là n'est pas finie. Et la réflexion que l'on a dans le groupe Aesio, c'est peut-être de créer une start-up, c'est-à-dire une société, finalement, pour porter la commercialisation de cette box, puisque vous avez bien compris, nous sommes des professionnels de santé et des ingénieurs, mais pour l'instant, absolument pas des marketeurs et des développeurs de sociétés.
Moi, j'ai une question. Quelle stratégie vous mettez en place? Donc, on va savoir, par exemple, que Jean-Pierre, dans 6 mois, il peut chuter. Est-ce que vous allez mettre de l'activité physique adaptée en mettant un peu de Kipling, par exemple? Vous allez faire passer un ergothérapeute? Est-ce que, vous voyez, dans les stratégies qui sont mises en place, au lieu de se dire, les professionnels ne viendront pas forcément à ce moment-là, comment concrètement on peut se dire, on va repousser encore plus le risque de chute? La question est bonne, vous avez raison. En règle générale, sur les professionnels de santé, les fragilités, on les connaît. On connaît les stratégies de mise en place pour soit récupérer ces fragilités, soit éviter qu'elles arrivent. Donc vous avez raison, ça on connaît bien. Ce qu'on connaît aussi et que je n'ai pas présenté dans la box, c'est-à-dire qu'en fait, passer d'un état robuste à un état fragile, on sait être réversible. Par contre, quand on passe sur l'état de décompensation, il n'y a pas de retour possible en arrière. Donc vraiment, la stratégie, c'est si on sait qu'on a une fragilité qui va arriver, c'est d'éviter de passer à la dépendance, parce que là, on sait qu'après la dépendance, on est obligé de tutorer. C'est-à-dire, le niveau de dépendance, on est obligé de mettre en place des choses qui sont pérennes sur le domicile. Par contre, tant qu'on est sur l'état de fragilité, on peut revenir en arrière. Après, est-ce qu'on est capable de déployer sur le plus grand nombre des qualités alimentaires, des compléments alimentaires? Est-ce qu'on est capable d'aménager le domicile? Est-ce qu'on est capable de tout ça? Vous me posez une vraie question sociétale qui amène derrière ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est avoir une vraie réflexion sur le logement senior, le logement adapté, la reconstruction de quartiers. Et pour dire, par exemple, sur la ville de Saint-Étienne, en ce moment, on étudie la reconstruction d'un quartier complet, et dans ce quartier complet, d'intégrer l'ensemble de ces programmes-là pour avoir des prises en charge. Donc, ce qui veut dire qu'on a vraiment quitté le modèle où on va faire de la presta au domicile, où on essaye d'imaginer une nouvelle conception sociétale. On a vu hier la masse de baby-boomers qui arrivent, qui sont des papy-boomers. Il n'est pas question de les prendre en charge avec des services. Il va falloir qu'on ait une autre interprétation sociétale. On est bien d'accord que lorsque Rémi Bouvier tient les propos qu'il vient de tenir, on est dans cette évolution de notre société pour prendre en compte son vieillissement. Et quand on met bout à bout l'ensemble des propositions qui ont été faites depuis ce matin et leur coût, ça suppose que nous ayons une vraie réflexion collective sur la prise en charge des 15 dernières secondes dont je parlais hier dans mon propos introductif, ces 15 dernières secondes de la minute et demie qui correspond à notre vie et qui sont les 15 dernières secondes sur lesquelles on a véritablement des efforts d'adaptation de l'offre de prise en charge à faire. C'est vrai pour les assureurs, mais c'est vrai pour le comportement individuel aussi, sans doute, de chacune et de chacun d'entre nous. Merci Rémi pour cette présentation. Développement en cours, expérimentation, puis opérativement en route bientôt. L'année prochaine, on pourra vous présenter... Revenir nous dire comment ça se passe. Ça va, le programme de l'année prochaine se dessine au fur et à mesure de cette matinée, c'est très bien.